Bonjour, chers téléspectateurs et téléspectatrices. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Rodolphe Barsikian, qui est donc dessinateur et inventeur de formes plastiques, artiste, on va dire au sens large. Enfin, on va le découvrir. Bonjour Rodolphe, et merci beaucoup de nous Bonjour. accorder cet entretien. Merci, merci à vous, Chaude. Merci pour cette invitation. On va parler un peu de votre parcours. Vous avez une formation comment dire, académique, ensuite vous êtes passé par le graphisme, le stylisme, et maintenant vous êtes arrivé dans une partie plus personnelle, artistique de ce que vous faites. Alors, est-ce que vous pourriez un peu nous décrire les grandes lignes de votre parcours artistique? Oui, bien sûr. Alors, à la base, je suis designer graphique, hein. Mon métier, c'est designer graphique. Même si après, dans le design graphique, on peut toucher à différentes matières. Voilà, j'ai travaillé pour la culture parce que moi, je suis sorti d'école, j'avais quel âge? Peut-être 23, 24 ans. J'ai démarré en freelance très tôt. Ma sortie d'école, hein, pratiquement, j'ai jamais travaillé en agence. En fait, j'avais pas trop le profil d'une personne, d'un designer graphique qui travaille en agence. J'ai travaillé un peu pour le luxe, un peu pour j'ai travaillé encore dans pas mal de domaines en fait. C'était très varié. Mais voilà. Et à côté, je continuais à, on va dire, je fabriquais des éléments qui m'ont amené aujourd'hui à faire de l'art, à présenter, à exposer de l'art, mon art numérique, mon art digital. Voilà. D'accord. Et justement, en parlant de digital, vous avez exposé donc en novembre-décembre dernier à Yerevan, au théâtre Gabriel Sundokian, pour l'expo Vie Digitale. J'aurais voulu savoir comment est-ce qu'elle est née, cette collaboration, puisqu'au départ, Vie Digitale, c'est une expo que vous avez faite en France et qu'ensuite Ouais. que vous avez déployée en Arménie. Bon, comment est née cette idée de collaboration? J'ai eu l'idée de créer cette expo en novembre, sachant déjà que je voulais la déployer en Arménie. Même s'il y a quand même une grande différence entre celle de Paris et celle de Yerevan, hein. Évidemment, pour une question de, on ne va pas se le cacher, pour une histoire de coût, parce que les œuvres que j'ai exposées à Paris sont assez volumineuses et compliquées à ramener à Yerevan. En Arménie, c'était purement digital, c'était carrément de la vidéo, c'était des vidéos de mon travail, c'était le travail, surtout les éléments sources qui ont été projetés sur des écrans, des grands écrans, des écrans qu'on a fabriqués sur place en Arménie. Et j'avais aussi l'envie c'est un peu propre à mon travail, j'avais envie, parce que moi je fais un peu le pont entre le physique et le digital, je voulais quand même conserver des éléments physiques. Et voilà, je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur place en Arménie? Qu'est-ce que les Arméniens savent faire? Évidemment, bon, la taille de pierre. Et j'avais pensé au Ratchkar, parce que je trouve que voilà, ce sont des œuvres en elles-mêmes, elles jonchent tout le pays. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, et j'ai commencé à m'enseigner sur les tailleurs de pierre. Et donc, en parallèle des œuvres digitales projetées, vous aviez alors je mets des grandes guillemets, vous aviez ces Ratchkar qui étaient exposés à côté des écrans. Voilà. D'accord. Et comment elle s'est passée la collaboration justement avec les tailleurs de pierre? Parce que moi, en étudiant un peu ce que vous avez fait, c'est assez paradoxal parce que soit on est dans le digital, dans le dessin vectoriel, soit on est vraiment dans la sculpture 3D. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là. Et donc comment s'est passée la collaboration sur place? Et puis de manière plus générale, dans quelle mesure vous êtes impliqué dans la réalisation concrète des sculptures en 3D, puisque vous les faites, j'imagine, enfin, vous les concevez, et comment ça se passe pour la réalisation? Une sculpture réalisée en 3D restera à un moment donné à la base, ces éléments sources sont issus de l'ordinateur. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a été dessiné en 3D. Même si c'est réalisé après, si c'est projeté dans la réalité, ça reste, entre guillemets, un élément digital. Par exemple, si je reviens au Ratchkar, les Ratchkar, ce sont des plans. Alors moi, je travaille beaucoup en 2 dimensions parce que, comme je vous l'ai dit, je suis designer graphique, donc je travaille en 2 dimensions. Il y a même très peu de 3D. Donc, je travaille sur des plans comme un architecte crée une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en plus, voilà, ça fait partie un peu de la sécurité de mon travail. Après, moi, j'utilise différentes matières. Là, je suis parti sur… alors, je travaille avec quelques industriels. Voilà, je travaille le plexiglas, par exemple. Je travaille avec une personne avec laquelle j'élabore, si vous voulez. Je fais des plans, je fais des dessins. Il y a tout un travail de cotation de plans, d'échelle.
je travaille avec lui, je lui présente le dessin, je lui dis voilà, ça va. Je travaille beaucoup en strat, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout est travaillé en strat. Voilà, voilà le dessin, voilà quelle partie va aller derrière l'autre, et ainsi de suite. Et voilà ce que ça va donner. Et on fait des études. En fait, il y a un système d'études derrière tout ça. Et ensuite, on réalise l'objet. On voit sa faisabilité. Mais tout est fait sur ordinateur à la base. Tout est fait sur ordinateur. Et ça a été pareil en Arménie. En Arménie, on a fait une étude. J'ai commencé à concevoir les plans de ces Ratchkar. Et je me suis dit, il y a cet échange, et je le répète tout le temps, il y a cet échange entre vous, le sujet, celui qui va dessiner, et celui qui va le réaliser. Et là, à un moment donné, il y a cette collaboration qui est juste géniale, si vous voulez, entre ces deux personnes qui vont arriver, qui vont essayer de créer cet objet, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce que je veux dire? Avec ses possibilités ou pas. Enfin, voilà, on essaye, quoi. C'est un peu, voilà, c'est une sorte de jeu, ouais. C'est réellement une sorte de jeu de savoir comment on va pouvoir créer, réaliser cet objet qu'on a pensé dans notre tête. Et j'aurais voulu en savoir plus sur le processus de création, plutôt sur le dessin vectoriel, parce que comment est-ce que naît l'inspiration, comment est-ce que naît l'œuvre? Parce que maintenant, c'est plus la toile ou la feuille blanche, maintenant, c'est l'écran. Donc, comment est-ce que ça naît? Comment est-ce que ça mature? Qu'est-ce qui vous inspire avec ces formes qui sont… D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est à la fois organique, mais en même temps assez industriel. Il y a un peu ces deux trucs-là aussi. Et ce qui m'a plu aussi, c'est le mouvement. Il y a toujours un mouvement. Comment dire, le regard est toujours emporté. Comme voilà, je me suis perdu dans mes questions, mais le processus de création. Non, mais c'est ça. Non, mais vous l'avez bien dit. Non, alors, c'est toujours compliqué à expliquer quand on n'a pas les éléments en face de nous, hein, évidemment. Je vais essayer d'être… En fait, c'est 20 ans de travail. Concrètement, c'est 20 ans de travail. C'est de la matière que j'ai… donc, cette matière dont vous parliez, cette matière organique, ces éléments, tous ces filaments qui sont en explosion, on va dire, qui gravitent dans l'espace, dans les dessins. Tous ces éléments-là, toute cette matière, elle a été créée sur 20 ans, et elle a été ensuite, si vous voulez, digérée, on va dire, elle a été organisée dans une œuvre que j'ai présentée à Paris, mais que je n'ai pas pu ramener en Arménie, qui était très importante, qui est un peu le data, on va dire, de tout le système des œuvres. C'est pour ça que je vous disais que tout est connecté. C'est parce que cette œuvre, qui s'appelle Séquence, qui est une œuvre, qui est une sorte de bibliothèque d'éléments, comme vous savez, ces meubles pharmacie qu'on a avec toutes ces plantes à l'intérieur. Voilà. Vous avez tous ces éléments qui ont été collectionnés pendant 20 ans, qui ont été organisés, qui ont une accroche, si vous voulez, aussi, parce qu'ils vont nous permettre, si vous voulez, de les fixer dans l'espace via un élément qui est très propre au designer graphique, qui, par exemple, a besoin à un moment donné si vous voulez, quand on démarre d'une feuille blanche, on a besoin de paramétrer la page, si vous voulez, de donner des repères. Et il y a un système de repérage qui est fait pour, justement, comme un puzzle, mettre ces différents éléments de la bibliothèque de forme et de créer, on va dire, quelque chose d'organique, de construit, voilà, une sorte de matière, on va dire, qui est là, et que vous allez façonner par plusieurs étapes. On pourrait dire que j'ai écrit une écriture émotionnelle, si vous voulez, que j'ai organisée. C'est une sorte d'alphabet. Vous le ressentez dans les Ratchkar que j'ai présentés en Arménie. Vous le ressentez dans la bibliothèque de forme. C'est une sorte d'écriture. Et je le répète, si j'avais su écrire, j'aurais été écrivain. J'aurais raconté mon histoire en écrivant. Dans cette écriture-là, quelle est la place de votre héritage arménien je ne sais pas si c'est l'art pictural ou l'art au sens large, la musique, l'architecture, mais quelle influence ça a pu avoir sur votre regard en tant qu'artiste? En fait, c'est une bonne question, c'était complètement inconscient. Et c'est ça qui était intéressant. Je ne m'en suis pas rendu compte, en fait. En dessinant, si vous voulez, en imbriquant mes modules les uns dans les autres, parce que ce travail est fait en plusieurs étapes. Vous avez un travail que j'appelle de chemin de fer de repérage de l'espace. Comme un architecte, vous mettez les éléments, vous créez une sorte de grille sur laquelle vous allez imbriquer d'autres éléments, et ces éléments-là vont se mélanger. Mais dans la première étape du processus de création, vous avez à un moment donné quelque chose qui est très structurel. Hein. On n'est pas du tout dans la poésie, c'est très ouvrier comme travail. Et c'est un travail, on va dire, inconscient.
Et parce que vous réfléchissez pas, en fait. Vous réfléchissez, mais de façon inconsciente. Vous imbriquez les choses dans des éléments dans des éléments. Et c'est assez mécanique. Et dans cette mécanique, sont des amis d'origine arménienne qui étaient là, qui me regardaient travailler, qui me disaient « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est étrange, on ne comprend pas du tout. » Voilà, j'ai fait « Mais laissez-moi tranquille. » Et à la fin, si vous voulez, ils étaient en train de me dire « Mais tu te rends compte ce que tu es en train de faire? On a l'impression d'avoir de voir des écritures arméniennes. On dirait l'alphabet arménien. » Et je ne m'en étais absolument pas rendu compte. Vous voyez, c'est la partie inconsciente du travail. C'était en moi. Vous voyez ce que je veux dire en termes? C'était mon identité, parce qu'évidemment, je connais un peu l'alphabet arménien. L'année dernière, pour cette exposition, c'était votre première visite en Arménie? Je suis venu, je vais vous dire, je suis venu en Arménie. Je voulais ressentir les choses. Je voulais savoir voilà, je voulais pas faire, je fais une exposition en Arménie, c'est comme ça, point barre. Je voulais vraiment ressentir quelque chose, voir ce que ça allait me procurer. Et la première fois, je vais vous dire la vérité, j'étais là, je ne savais pas trop dans ma tête comment j'allais m'organiser. Je ne voyais pas, j'avais pas encore, je n'arrivais pas à imaginer l'exposition. Ça c'est venu au fur et à mesure. Et c'est vraiment les dernières semaines, on va dire, en France qui m'ont donné une direction. Et quand j'ai fait l'expo en Arménie, ça a été une révélation, vraiment une révélation. Ça a été une révélation et je me suis dit waouh. Et déjà c'était important pour moi de la faire. C'était aussi un défi, vu le contexte, Covid et tout ce qui va avec. Vous voyez ce que je veux dire? C'était un défi et je suis très fier de l'avoir fait et je suis très content de l'avoir partagé. Je suis très content de l'avoir partagé aux Arméniens. Et ça a été très bien accueilli et je suis très content de recevoir tous ces jeunes qui sont venus, ces étudiants Beaux-Arts, les étudiants tout court des différentes universités. Voilà, je suis très content de l'avoir fait. Et j'ai encore, et comme je vous le disais au tout début de l'entretien, j'ai encore la tête en Arménie. Ouais, j'ai encore la tête en Arménie. J'ai été ce deuxième voyage plus l'expo en quelque sorte bouleversé. Vous rendez votre travail accessible avec la technologie NFT, donc c'est les jetons non fongibles. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe et l'intérêt de cette technologie? J'ai une image virtuelle, j'ai un dessin, j'ai une photo. Je veux, ou même un dessin à la main, je veux tokeniser cette œuvre, je vais la balancer vulgairement dans la blockchain, et cette blockchain va me donner un code, comme un code barre. Je le fais vraiment très simplement, je vulgarise. Hein. Et ce code barre, si vous voulez, est rattaché au dessin, et ce code barre vous permet d'identifier l'œuvre, vous donne, si vous voulez, vous permet d'être le propriétaire de l'œuvre, comme une signature, comme les peintres signaient à l'époque les œuvres, si vous voulez, parce que vous l'avez balancé dans la blockchain et que vous avez ce code qui est rattaché à votre image, cette image, vous en êtes le propriétaire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qui donne une unicité, on va dire, à votre œuvre, à votre image source, à votre image digitale. Ce qui n'était pas le cas. C'est ce qu'on reprochait au digital pendant des années, c'est qu'en fait, oui, c'est bien, tu fais un dessin digital, mais le problème, c'est on peut le multiplier, on peut l'éditer en 1000 exemplaires. Là, c'est plus le cas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous qui décidez via des smart contracts, via des éléments que vous retrouvez sur des plateformes telles OpenSea ou SuperRare ou d'autres encore, d'autres plateformes. C'est vous qui décidez en combien d'exemplaires vous allez vendre votre œuvre digitale. Donc, je peux le vendre à un exemplaire, par exemple, mais je peux le vendre aussi en 100 exemplaires. Et voilà, c'est quantifié. Il n'y a plus c'est acté, si vous voulez. Et c'est la blockchain qui vous permet d'acter qu'à un moment donné, cette œuvre appartient, je vais dire une bêtise, mais à Rodolphe Barsikian. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Cette œuvre appartient à Rodolphe Barsikian, c'est acté, tout le monde l'a vu. OK. Voilà le code qui est rattaché. Le code, c'est par exemple c'est comme dans une archive, c'est archivé, si vous voulez, dans un tas d'informations, dans des blocs d'informations. Et à ce moment-là, précis, vous allez mettre votre image. Cette image est vue par différentes personnes, différents témoins qui vont dire oui, cette œuvre appartient à Rodolphe Barsikian. Ok, Rodolphe Barsikian, merci beaucoup pour votre temps. On vous souhaite tout le meilleur en France, en Arménie ou à Saint-Pétersbourg pour vos prochains projets. Non, en Arménie. En Arménie. En Arménie, c'est le principal.